Cette hypothèse de classement sans suite écartée par le parquet financier. Rien de nouveau, répond François Fillon, pour qui seul le jugement des urnes est valable. On en parle tout de suite avec mes invités. Et mes invités sur ce plateau, Judith Weintraub, bonjour, vous êtes journaliste au Figaro, merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjou est également sur ce plateau, directeur de la publication d'Atlantico. Bonjour. Et Florian Silnicki, vous êtes expert en communication politique. Peut-être première question avec vous, Judith Weintraub, on voit bien ce communiqué ce matin du parquet national financier. Il est dans son rôle, là, le parquet national financier, selon vous? Ce qui est très bizarre, c'est que vous savez que dans la justice française, on est présumé innocent jusqu'à ce que la justice ait prouvé votre éventuelle culpabilité. C'est la première fois que je vois la justice faire un communiqué pour dire qu'une personne mise en cause n'est pas innocente, qu'on n'a pas réussi à étayer son innocence. Le boulot de la justice, c'est pas de démontrer l'innocence, c'est de démontrer la culpabilité. Première démarche à l'envers. Deuxième étonnement, mais peut-être ai-je été influencée par la lecture du JDD ce week-end qui nous annonçait qu'il n'y avait plus maintenant que 2 possibilités puisque le JDD anticipait que le classement sans suite ne serait pas retenu. Soit il y avait citation directe devant un tribunal du couple Fillon ou d'un des 2 membres du couple Fillon, soit renvoi en correctionnel. Ni l'une ni l'autre de ces issues n'a été choisie par le parquet national financier qui en fait fait un communiqué pour dire qu'il continue comme avant. Jean-Sébastien Ferjou, d'ailleurs, c'est la stratégie des avocats des époux Fillon qui continuent de contester la compétence de ce parquet national financier. C'est la bonne stratégie, selon vous, de continuer justement à contester le parquet national financier ? Je pense que la question, il y a 2 manières de le voir. Il y a une réalité juridique et après, il y a est-ce que c'est efficace en termes de communication politique. En analyse juridique, oui, je pense que les questions qu'il soulève sont des questions qui, à minima, se posent. Parce que, il faut le rappeler, le parquet national financier existe depuis assez peu de temps et dans les textes qui l'ont mis en œuvre et qui définissent sa mission, une espèce d'imprécision sur le fait que ça puisse concerner ou non notamment les parlementaires, et encore, sur le qualificatif de détournement de fonds publics, c'est un qualificatif qui, semble-t-il, viole le principe de la séparation des pouvoirs, puisque ça suppose qu'il soit en mesure de contrôler l'affectation de fonds publics. Or, a priori, personne ne peut contrôler la manière dont les assemblées gèrent leurs fonds publics. Donc je pense que la question, elle se pose effectivement juridiquement. Maintenant, en termes de communication politique, on voit bien que ça a un objectif, c'est de préparer les esprits, parce qu'il n'y a pas de changement aujourd'hui dans la position du parquet national financier. Je ne vais pas répéter ce que disait Judith. Vous savez que le classement sans suite ne serait certainement pas retenu. Dans la communication de François Fillon, on voit bien qu'ils sont de plus en plus proches du moment où ils vont expliquer que de toute façon, même s'il était mis en examen, il ne retirerait pas sa candidature. Oui, Florian Silnicki, justement, expert en communication politique. On entendait justement un petit peu avant sur notre antenne le sénateur LR, François Grosdidier, justement, peut-être dans le même sens que ce qui vient d'être dit avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. Si jamais il y a une mise en examen, ça n'enlève pas la présomption d'innocence. On continue. Ça, c'est une stratégie qui peut s'avérer payante jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est une stratégie payante. En tout cas, cette affaire, elle va coller au pied de la campagne de François Fillon, comme la mise en examen ou son équivalent aux États-Unis avec Hillary Clinton dans l'affaire des mails lui a collé au basque pendant toute sa campagne. Aujourd'hui, elle nuit à l'image de François Fillon. Mais votre question de tout à l'heure, elle est intéressante. Si l'institution qu'est le PNF a mis en œuvre une stratégie de communication à travers le communiqué de cette façon-là pour la première fois, c'est aussi parce que l'institution a été considérablement attaqué et bousculé par les attaques répétées du camp Fillon. Il paye aujourd'hui la stratégie de communication agressive qu'il a mise en œuvre contre l'institution judiciaire, qui n'est plus dans l'ancien temps et qui a des coachs en communication et qui a des gens pour travailler sa presse. Et l'institution judiciaire, aujourd'hui, elle riposte. Sauf qu'on pourrait imaginer que l'institution judiciaire, elle réagisse par rapport à la mission qui est la sienne et pas par rapport à des objectifs de communication. Elle est censée, oui. C'est quand même une institution républicaine. On n'est pas dans la guerre de clan contre clan. Enfin, c'est quand même un mélange des gens. Je comprends l'analyse que vous faites parce que je pense qu'effectivement, il résonne comme ça. Mais ça me paraît un raisonnement qui est vraiment non seulement parfaitement faux, mais profondément choquant. Judith Weintraub. Oui, en fait, pourquoi est-ce que Fillon, et je pense que Sébastien a raison, pourquoi est-ce que François Fillon va vraisemblablement nous annoncer bientôt que même mis en examen, il ne retirerait pas sa candidature?
Eh bien parce qu'il a fait une énorme bêtise en disant que s'il était mis en examen, il ne serait plus candidat. Bêtise qu'il était obligé de faire dès lors qu'il avait fondé sa campagne sur le fait que quelqu'un qui veut briguer la présidence de la République ne peut pas être mis en examen. C'était le postulat de départ, c'est en partie ce qu'il a fait triompher, notamment de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que sa ligne de défense consiste à contester la compétence du parquet national financier. Or, pour la contester en droit, c'est-à-dire devant la chambre de l'instruction, il doit être mis en examen. Il ne peut pas. Là, il n'est pas partie prenante, si vous voulez, au dossier. Il n'a pas en main les pièces du dossier. Il ne peut pas mettre en cause, sinon devant le parquet national, la compétence du parquet national. Alors, quand vous demandez au parquet... Ça aurait un effet quand même catastrophique dans l'opinion publique, Judith Weintraub, cette mise en examen. Vous ne seriez pas incompétent, il va vous dire, bah non, sinon je ne le ferai pas. Ouais. Je ne pense pas que ça aurait un effet plus catastrophique. Le dommage en image, il est déjà produit pour François Fillon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus? On voit bien qu'il y a des électeurs de droite qui ont décidé maintenant de se boucher les oreilles. Le pic de saturation sur cette affaire-là est largement dépassé. Donc, mais vous croyez réellement qu'on peut faire campagne quand on est mis en examen, Jean-Sébastien Ferjou? Je pense que ça ne facilite pas les choses pour faire campagne et que quoi qu'il en soit, c'est une candidature dont personne ne peut douter qu'elle soit affaiblie. François Fillon lui-même en est le premier conscient. Maintenant, est-ce qu'elle est affaiblie au point de devenir totalement handicapée ou impuissante? Non, je ne le crois pas, c'est ce qu'on a tous les jours. Et on est en train, et c'est démocratiquement redoutable d'ailleurs, parce qu'on est dans cette espèce d'entre-deux qui est pire qu'inconfortable, parce que si les sondages avaient tranché clairement, en quelque sorte, disant les électeurs de droite ne veulent plus en entendre parler, il est à 10 vraiment quelque chose de sans appel, il n'y a aucun espoir qu'il soit qualifié pour le deuxième tour. J'imagine que même si François Fillon était dans une stratégie jusque boutiste, un peu délirante, si les sondages indiquaient ça de manière répétée, quand même le reste de la droite dirait, quelles que soient les difficultés juridiques ou non à le faire, les difficultés de financement qu'on a pu évoquer ici ou là, il y a un moment, on change de candidats. Là, on est dans l'entre-deux. On voit bien qu'il y a un socle qui est toujours présent. Et surtout, il y a un autre calcul qui est fait. C'est que là, on regarde François Fillon, ce qu'il est, lui. Mais enfin, une élection, ça n'est jamais que du relatif. C'est la sélection de candidats parmi d'autres. On a quand même vu se réactiver une petite cellule de frondeurs. Ça, c'est pas évident non plus pour François Fillon. Je suis d'accord, mais la question est, peut-il être qualifié pour le deuxième tour? Dans la mesure où, en face, vous avez des candidats qui, eux-mêmes, pour des raisons différentes, sont relativement faibles, ou en tout cas, loin d'être certains que leur qualification est acquise, hormis, en l'état, Marine Le Pen. On n'est pas dans la théorie du trou de souris qui était celle de François Hollande, on est dans la théorie juste de la sélection du moins faible. Ouais, juste, il faut ajouter à tout ça le manque de cohérence de la droite elle-même. Oui. Il y avait, disons... un plan B, qui était Alain Juppé, qui avait dit j'y vais, à condition... Mais est-ce qu'il est encore trop tard pour avoir recours à ce plan B à condition que François Fillon soit d'accord. Alain Juppé est allé demander, ça s'est passé vendredi dernier, ils se sont parlé au téléphone. Juppé a dit, bon, alors, comment tu te sens, est-ce que tu es là? Et Fillon lui a dit, je vais jusqu'au bout. Juppé a immédiatement débranché toutes les initiatives visant à ce qu'il remplace Fillon. Ça, c'était un des plans B. Puis il y avait des tas de petits plans B primes avec un jeune, François Baroin, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand. Dès que l'un d'entre eux faisait mine de sortir la tête, l'autre sortait le bazooka. Les autres sortaient le bazooka. Donc la capacité de la droite à s'entendre sur un éventuel remplaçant, de toute façon, annulait le plan B. Mais ces incohérences, la droite risque de les payer dans les urnes. Oui, mais il n'y a pas de bonne solution. C'est du perdant-perdant, parce qu'il y a deux attitudes dans l'électorat de droite. Il y a ceux qui veulent gagner, qui se fichent de ce qu'a fait ou pas, enfin qui s'en fichent en leur fort intérieur, ils peuvent s'en trouver affectés et ne pas avoir un grand respect pour François Fillon, mais pour autant être quand même décidés à voter pour lui. Et puis il y a ceux qui au contraire considèrent que moralement ou politiquement, il est maintenant empêché. En ne tranchant pas, la droite joue perdant-perdant, parce qu'il y aura ceux, si tentés que François Fillon ne soit pas au deuxième tour, diront mais pourquoi n'avez-vous pas fait campagne à ses côtés? C'est de votre faute aussi s'il n'est pas qualifié. Et puis à l'inverse, les autres qui diront mais c'est pourquoi ne l'avez-vous pas débranché? Donc c'est perdant-perdant. Florence Séniki, c'est encore possible de revenir peut-être à un plan B Alors on voit bien qu'on a du mal à trouver ce plan B, mais est-ce que c'est encore possible peut-être de réécrire la page, de tourner cette page et de réécrire une nouvelle page pour la droite selon vous? Dans ce calendrier très resserré. C'est en tout cas pas aujourd'hui l'hypothèse la plus privilégiée et François Fillon lui-même a annoncé qu'il ne se retirait pas pour le moment. Ce qu'on sait aujourd'hui en tout cas, c'est qu'on ne répond pas à la demande des électeurs français. François Fillon, il a eu du mal à surmonter la crise qu'il a eu à traverser parce que c'était la négation même du personnage politique, Monsieur Propre, qui s'était créé sur notre échiquier politique. Ne pas réussir aujourd'hui à sortir de la crise et de l'ornière dans laquelle il est, c'est quand même un problème parce que les Français, ils veulent une réponse politique forte. Et on n'a pas aujourd'hui de proposition de fond, de proposition suffisamment forte pour sortir de cette ornière.
hier. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, avec la naissance du hashtag House of Sarthe, que cette campagne, elle a tout de grotesque et que les Français n'ont pas la vraie Mais quel regard réponse portez-vous politique. sur la communication de crise mise en place par François Fillon depuis lundi dernier et sa conférence de presse, justement sur les excuses? On voit bien aujourd'hui, vous parliez, ces déclarations sur Internet, je me remets au seul jugement des urnes. C'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que François Fillon, il conclut son communiqué de presse par « je m'en remets aux urnes et aux Français ». C'est comme sous-entendre qu'il joue les Français contre leurs institutions. Sur la partie des réseaux sociaux, c'est aussi là intéressant, parce qu'en plus d'avoir déployé une stratégie de communication de crise beaucoup trop tardive, c'est ce qui a d'ailleurs donné lieu au feuilletonnage médiatique qu'il subit aujourd'hui, François Fillon n'a pas du tout pris en compte les réseaux sociaux, pas du tout, dans sa stratégie, et il l'a payé. ouais. Judith Weintraub. Oui, je crois que c'est pas tellement les réseaux sociaux, c'est une conséquence. Tout compte. François Fillon, dès le départ, il a d'ailleurs reconnu à La Réunion, là je viens de couvrir son déplacement pendant 3 jours à La Réunion, on lui dit est-ce que c'était bien malin de parler de misogynie quand le Canard enchaîné a commencé à sortir Ça, c'était vraiment au début. l'affaire des présumés emplois fictifs de votre épouse. Il dit non, c'était pas très malin. Et puis l'idée de demander 15 jours aux parlementaires, oui, non, ça aussi j'aurais pu éviter, etc., etc. Et là, on en est au démenti final. Je dément. Ça fait une accumulation d'erreurs qui, au final, peuvent justement nuire à son image. Une accumulation d'erreurs, mais dans une situation, pour lui trouver des circonstances atténuantes, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a pas l'impression d'avoir violé la loi et il pense être en mesure de l'établir. Et le communiqué de la justice... Est-ce qu'il est dans le déni de réalité? C'est ce qu'on a pu lire aussi ces derniers jours. Il n'a pas le sentiment d'avoir violé la loi, il a même le sentiment qu'il peut le prouver devant la justice. Et le parquet national financier, en disant juste, on n'a pas réussi à prouver son innocence, alimente plutôt la thèse de François Fillon sur le plan purement juridique. Sur le plan moral et politique, c'est une autre histoire. Mais effectivement, la présidentielle, c'est une compétition. C'est pas un examen. Il ne suffit pas de le réussir en valeur absolue. Il faut être meilleur ou moins mauvais que les autres. Oui, Jean-Sébastien Ferjou, le déjeuner hier avec son ancien rival Nicolas Sarkozy, qu'en pensez-vous justement? Est-ce que, on a vu hier dans son meeting à Compiègne justement ces annonces dont on parlait sur la réforme, l'abaissement de l'âge de la réforme pénale à 16 ans pour les mineurs, un discours un peu sécuritaire qui s'est durci. Ça, en termes d'image, c'est bon pour le candidat Fillon? J'ai pas l'impression que François Fillon avait gagné la primaire sur une ligne particulièrement gauchisante par ailleurs. Donc je crois que c'est dans le fil. Et puis il avait été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Avec des signes malgré tout différents. Bien sûr, avec des choses différentes. Mais évidemment qu'il doit reprendre la main. Évidemment que les sujets dits régaliens et après la séquence que nous venons de vivre avec les embrasements ici ou là en banlieue, on voit bien qu'il y a un trouble dans le pays par rapport à cette impression que l'ordre public n'est pas respecté. Il répond aussi à cette attente-là, ça me paraît assez cohérent politiquement parlant. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est en permanence en train de se poser des questions sur François Fillon, sur les erreurs de sa communication, sur le déni de réalité. Et je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit ici. Bien sûr qu'on peut en dresser une liste assez longue et assez impressionnante. Maintenant, ne nous extrayons pas non plus de la responsabilité des médias, parce que imaginez, ça serait passé il y a 10 ans ou il y a 20 ans, le Canard enchaîné ferait des révélations ou un autre titre. Ça arriverait dans les 20 heures, mais on ne serait pas tous les jours, toutes les demi-heures en train de parler de ça. Vous ne pouvez plus allumer la radio. Enfin, je veux dire, vous posez des questions en disant est-ce qu'il empêchait de faire campagne? Mais oui, dans la mesure où tous collectivement, dans les médias, on décide de parler plus tôt du parquet national financier ou de ses communiqués. Des élus LR aussi ne veulent plus l'accueillir ou sont récalcitrants à accueillir. Je suis d'accord avec vous, mais parce qu'ils sont dans le même système. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on manque encore de recul. Souvenez-vous, c'était exactement la même chose. Les législatives et leurs investitures. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une réflexion qui ne s'est pas encore faite. C'était la même chose avec François Hollande et Leonarda. François Hollande prend la parole à l'Élysée, il intervient, et puis avec le système des chaînes d'infos, on voit Leonarda en duplex depuis le Kosovo qui lui répond, et non seulement lui répond, mais lui répond en l'insultant. On n'a pas encore totalement pris la mesure, le recul de l'effet produit, non pas par les révélations en tant que telles, des révélations, des scandales, il y en a toujours eu, mais par cette accumulation mécanique de répétition toujours de la même chose pendant des heures. Et ça, c'est à double tranchant, parce que regardez, par exemple, vous disiez ça feuilletonne parce que je
résume. Parce que la communication de François Fillon est mauvaise, pas seulement. Ça feuilletonne parce que le Canard enchaîné a voulu semaine après semaine maintenir la tension dramatique qu'il avait créée grâce à ses premières accusations. Or, de quoi s'aperçoit-on depuis 2 numéros, depuis 2 semaines il y a 15 jours, l'histoire des indemnités de départ qui en fait se révèle être une partie des sommes que François Fillon a reconnu avoir déjà versées à son épouse, donc rien. Et la semaine dernière, une vieille affaire concernant Thierry Solaire, accusation qu'il estime infondée. Est-ce que ça feuilletonne pas, Mediapart pour reprendre avait cette déjà expression, lancé en Judith Weintraub septembre. aussi, parce qu'il a vraiment fait campagne sur son image, justement, de probité, de moralité. Aussi, mais parce que les médias veulent vendre du papier avec ça aussi. Oui, mais il y a un moment, c'est aux électeurs de se décider. S'ils ne veulent pas voter pour François Fillon, parce que le premier des critères pour eux est celui de l'honnêteté et de la probité, on le verra le 23 avril. Ou par une chute dans les sondages qui ne se passe pas. Ou par une chute dans les sondages qui ne se passe pas au point où précisément on voit que ce soit le premier. Encore une fois, mais je pense que les gens se déterminent quand même un tout petit peu par rapport à eux et pas par rapport au style christique des uns ou par rapport aux éventuelles fautes morales. Par rapport aux éventuelles fautes morales des autres. Non, mais ils votent quand même par rapport à leur propre vie. Enfin, ne l'oublions pas, parce que là, dans le système médiatique, on est en train de faire comme s'il s'agissait que de l'élection de Mister France. Mais non, ça n'est pas que l'élection de Mister France. C'est quand même un arbitrage sur des projets politiques qui ont un impact sur la vie quotidienne des électeurs et des citoyens. Florian Silnicki, on voit aussi bien la confiance dans le clan Fillon, notamment dans son équipe de campagne. On veut croire que cette élection va se jouer dans les toutes dernières semaines et on mise notamment peut-être sur un effondrement de l'engouement autour d'Emmanuel Macron. Ça, c'est judicieux selon vous ? Il faut voir ce qui va être mis en œuvre par François Fillon pour rebondir. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, il est clair que François Fillon, aujourd'hui, il postule à des responsabilités si importantes que son image, elle compte. Et dans la société d'image dans laquelle on vit, elle compte avant tout. Et ne pas avoir pris suffisamment de précautions pour se construire le personnage à la présidentielle, enfin le candidat à la présidentielle qu'il s'est construit, en prenant en compte les accusations qui pouvaient être portées contre lui, c'est dramatiquement naïf. Oui, mais en même temps, on voit bien que des Silvio Berlusconi, qui ont eu toutes les casseroles de l'univers, ont été élus. Plus récemment, Donald Trump aussi. Les personnalités qui défendaient le Brexit étaient loin d'être des personnalités qui étaient toutes des blanches colombes ou parfaitement... Silvio Berlusconi s'est pas fait élire sur sa probité. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on en revient en C'est surtout les gens la question par rapport à l'état du pays. Là, c'est la question que vous posiez par rapport à Emmanuel Macron. Déjà, ce qu'on peut constater, pour l'instant, c'est que Emmanuel Macron ne profite pas tant que ça de la chute de François Fillon, qui est l'autre candidat jugé acceptable, disons, par l'ensemble de la sphère républicaine, par rapport à Marine Le Pen, dont de toute façon la qualification semble aujourd'hui acquise, sans possibilité d'absence au deuxième tour. Macron a grimpé un peu, il grimpe un peu dans le sondage que publie Le Monde, daté de demain, donc ce soir pour les Parisiens, mais pas beaucoup, finalement. Donc l'écart n'est pas significatif. Or, si Fillon ne s'effondre pas et si Macron ne monte pas au plafond, tout est possible. Je voudrais aussi vous entendre sur le niveau des indécis, qui n'a jamais été aussi élevé à une date aussi rapprochée de l'élection. C'est vrai que c'est une élection inédite. Le niveau d'abstention semble bien parti pour être plus élevé que ce qu'il est traditionnellement dans les élections présidentielles. Le niveau d'indécis est aussi plus élevé, sauf chez les candidats justement comme Marine Le Pen ou les candidats dont le positionnement politique est très ancré. Et donc, mécaniquement, ça produit une surprime pour les candidats radicaux. Je voudrais vous entendre sur les propos de François Hollande, qui a rappelé les devoirs d'exemplarité au sommet de l'État. Ça, c'était tout à l'heure à Rennes, lors d'un discours sur la politique de la ville. On ne peut pas avoir confiance, c'est bien dit François Hollande, au chef de l'État, s'il n'y a pas ce devoir d'exemplarité, cette exemplarité. Ça, c'est terrible pour François Fillon, ce rappel des propos de Si François Hollande voulait contribuer à la défense de François Fillon, qui consiste à dire qu'il est victime d'un procès politique, il ne s'y serait pas pris autrement. Il n'y a rien de mieux que cette déclaration de François Hollande qui s'est trouvé empêché de se présenter, je le rappelle quand même, cas inédit sous la Ve République, non seulement à cause de l'échec de sa politique, mais à cause de la révélation de son accumulation de mensonges et de double langage par le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Une fois de plus, un président ne devrait pas donner des leçons d'exemplarité quand lui-même a été pris en flagrant délit de contradiction entre ses opinions et sa politique. Ces propos de François Hollande, vous pensez aussi, Florence Silnicki ? C'est un levier qui alimentera la théorie du complot,
qui a été la première stratégie de réplique à la crise de François Fillon, bien sûr. Oui, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, je pense même que ça produit un effet pire que ça. Il y a un moment où les électeurs finissent, enfin en tout cas à minima de droite, ou une partie des électeurs de droite, par excéder des leçons de morale qui leur sont données en permanence. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle de candidats, les uns ou les autres, avec leurs forces ou leurs faiblesses. Mais enfin derrière, il y a quand même des électeurs avec des intentions de vote. Parce que François Hollande, il peut parler d'exemplarité, mais il y a quand même les 18 à 20% de gens dans les sondages qui disent qu'ils veulent voter pour ce candidat-là et qui, en leur fort intérieur, ont déjà tranché si oui ou non il leur semblait suffisamment exemplaire pour qu'on vote pour lui. Mais il y a la présidentielle et après, la pratique du pouvoir, si François Fillon était élu, ça va être très compliqué par la suite. Mais de ce point de vue-là, absolument, puisqu'il est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt dans la stratégie du moins faible. On le disait, c'est pas un examen, c'est un concours, donc il y a un nombre de places limité, en l'occurrence 2, il suffit d'être le deuxième. Maintenant, quand on joue la stratégie du moins faible, une fois qu'on est président, on n'est plus le moins faible parce qu'il n'y a plus les autres, donc on est juste faible. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été mes invités sur ce plateau. On va continuer.